Bonjour à tous, je m'appelle Romain Vallée. Moi, j'étais à votre place il y a beaucoup plus longtemps. J'étais à la fac de 2002 à 2007. Donc les graffitis que j'avais fait tout là-haut, ils ont dû être recouverts depuis longtemps, sur les derniers rangs. Donc ça fait maintenant 10 ans que je suis sur le marché du travail. Je vais vous raconter un peu ça de façon chronologique, en commençant par les études à la fac et puis mes diverses expériences professionnelles. Et je vais essayer de ponctuer de petits conseils au fur et à mesure. Alors, j'ai pris des décisions il y a 15 ans, je ne me souviens plus forcément pourquoi je les ai prises, mais ce que je me souviens d'abord, pourquoi j'ai choisi la fac d'éco, c'est parce que, pour deux choses. Premièrement, j'en avais un peu marre d'être dans des salles de classe avec 30 élèves et un professeur sur mon dos continuellement, donc l'esprit un peu amphi, c'est ce qui m'avait plu, et c'est pour ça que j'avais choisi un peu la fac au lieu des écoles de commerce notamment. Et puis, deuxièmement, j'ai toujours été impressionné par les gens qui savent tout de suite ce qu'ils veulent faire et qui disent « moi, je vais faire ce métier-là ». Ils décrochent pas et puis ils y vont. Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Et c'est un peu par défaut donc, que j'ai choisi éco-gestion en me disant que ça me ferme peu de portes finalement et qu'ensuite, j'aurai un éventail de choix plus large. Donc, j'ai fait la licence éco-gestion. En troisième année, il fallait choisir un parcours. J'avais choisi gestion d'entreprise. Puis j'ai fait une première année de master en Erasmus, en Espagne, dans l'université de Navarre à Pampelune. Et en deuxième année, j'ai choisi un peu pour la même raison. Donc 4 ans s'étaient écoulés, mais je n'avais pas vraiment évolué. Je n'avais pas encore une idée dans ma tête réelle du métier que je voulais exercer plus tard. Et donc j'ai choisi aussi un peu le master qui à l'époque s'appelait EIPME, maintenant s'appelle AIPME. EIPME pour économie internationale et PME. Je l'ai choisi un peu aussi par défaut en me disant... c'est celui qui offre un bagage un peu transversal et qui ne va pas me fermer de porte parce qu'on y propose du marketing, on y propose de la logistique, de la finance, de la comptabilité. Donc finalement, je vais enrichir mon bagage et puis en sortant, je pourrai voir ce qui me botte le plus et choisir. Donc tous mes choix ont été faits un peu par défaut. Et je ne regrette pas du tout finalement. J'ai un bagage transversal qui aujourd'hui est un atout dans ma carrière et je pense que ça sera un atout de plus en plus recherché, cette transversalité dans le futur. Il y a un terme que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, on parle de multipotentiel, des gens qui sont capables de sauter un peu, donc experts en rien finalement, mais qui ont des connaissances solides en comptabilité, en logistique, en gestion. C'est de plus en plus recherché et ça sera de plus en plus recherché notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Les intelligences artificielles sont extrêmement efficaces pour effectuer des tâches verticales, des tâches segmentées. Donc même si vous êtes le meilleur radiologue du monde ou le meilleur, certains juristes même sur des sujets très segmentés, une intelligence artificielle va éventuellement arriver qui sera capable de le faire mieux que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes bête, c'est parce que l'intelligence artificielle a la capacité d'analyser des centaines de milliers de données que votre cerveau n'est pas capable d'analyser et de donner la bonne réponse en quelques millièmes de seconde, alors qu'un être humain, il faudrait des semaines pour réfléchir. Ce que ne sait pas faire l'intelligence artificielle, en revanche, c'est avoir cette transversalité et sauter d'une matière à l'autre. Donc voilà, donc ce genre de profils sont ceux qui vont être le plus recherchés dans le futur. Ça m'a quand même posé un problème lorsque je suis arrivé donc en 2007, septembre 2007, sur le marché du travail. Je m'y suis très mal pris. Et donc c'est peut-être un des conseils que je vous donne. Je suis sorti de ce master et ce que j'ai fait bêtement, c'est que j'ai regardé les offres d'emploi. Et donc je voyais des offres d'emploi responsable marketing et j'étais pas pris. Pourquoi ? Parce que y avait des gens qui avaient fait des études de marketing. Alors que moi j'avais eu un bloc de marketing dans le master à IPME qui ne me permettait pas d'avoir leur niveau d'expertise, donc je ne pouvais pas avoir le job à leur place. De la même façon, je voyais une offre de logistique, j'envoyais mon CV, mais c'est pareil, j'avais des bonnes connaissances, mais pas assez solides par rapport à quelqu'un qui avait fait un master de logistique et qui avait fait 100 fois plus d'heures que moi sur le sujet. Donc, ce que j'aurais dû faire maintenant, avec le recul, je le vois très bien, c'est expliquer clairement quels étaient mes avantages et envoyer non pas chercher des offres d'emploi et y répondre, mais envoyer des candidatures spontanées. Écrire aux PME bretonnes, écrire aux startups, aux petites et moyennes entreprises et leur dire « voici mon profil, voici ce que je peux vous apporter, une transversalité, une capacité à traiter de différents sujets qui, vous, gérant de petites PME, vous ne pourrez pas avoir de toute façon un expert comptable, un expert en droit, un expert en marketing. Donc, je suis votre atout, moi qui saurais gérer un peu toutes ces tâches et éventuellement, quand il le faut, faire l'appel à un expert externe. » Donc ça, c'est un de mes premiers conseils
Et par exemple, dans mon entreprise actuelle, Data2B, on est 13 personnes. Il n'y a jamais eu aucune offre d'emploi émise. C'est uniquement des candidatures spontanées. Et j'ai vu le chiffre il n'y a pas longtemps, il y aurait 60% des offres d'emploi à pourvoir qui ne sont pas publiées sur aucun site. Donc il y a une espèce de marché noir qu'on ne connaît pas de l'offre d'emploi. Des gens qui attendent simplement que quelqu'un de motivé leur écrive. Des gens qui ont peut-être une idée d'un poste en tête mais qui ne l'ont pas formalisé et qui, lorsqu'ils vont recevoir une candidature spontanée, vont passer le pas et vont vous embaucher. Donc ça, ce serait un des premiers conseils. Lorsque vous serez sur le marché du travail, faites pas forcément uniquement la chasse aux offres d'emploi, mais aussi envoyer des candidatures spontanées. Donc j'ai eu du mal à trouver mon premier emploi à cause de ça finalement, et puis aussi j'ai pas eu de chance. Je suis arrivé sur le marché de l'emploi en septembre 2007, et c'était la crise des subprimes. C'était le début de la plus grosse crise depuis 70 ans, et c'était en fait le pire moment pour quelqu'un sans expérience pour arriver sur le marché du travail. C'était extrêmement compliqué. J'ai pris la décision de partir dans un autre pays. J'avais fait mon stage de deuxième année de master, 6 mois au Mexique. Et j'avais vu là-bas des gens assez jeunes occuper des bons postes, des gens qui grimpaient dans les hiérarchies. Et puis, ça faisait partie des pays qui étaient épargnés un peu par le marasme économique international. On parlait de la Russie, on parlait de l'Inde, on parlait du Brésil, et on parlait aussi du Mexique. Donc, je me cassais les dents sur le marché du travail en France, et j'ai décidé d'aller au Mexique. Donc ça serait éventuellement un deuxième conseil. Je ne vous conseille pas forcément de partir à l'étranger, mais ne pas hésiter à anticiper les tendances. Ça peut être des tendances géographiques, mais ça peut être des tendances sectorielles, et à les sentir, à les anticiper et à être le premier sur ces marchés-là. Vous allez voir par la suite que j'ai bien fait de partir au Mexique, même si j'y suis parti sans avoir une offre d'emploi en me disant que je trouverais là-bas. J'ai trouvé un premier job assez facilement, même si ce n'était pas quelque chose qui m'enchantait et qui me plaisait fortement. C'était un métier plutôt lié, non pas à mon expérience en master, mais à mon expérience de licence en économie. J'étais consultant dans ce qu'on appelle les prix de transfert. Les prix de transfert, c'est quand vous avez une entreprise qui a des filiales ou des entités dans plusieurs pays dans le monde, elles échangent des biens et des services entre elles. Eh bien, il y a des règles concernant le prix qu'elles peuvent fixer. C'est-à-dire, si vous avez McDonald's États-Unis et McDonald's Îles Caïmans, McDonald's Îles Caïmans ne peut pas dire à McDonald's États-Unis, je vais vous faire payer 1 milliard de dollars pour concept de marketing. On voit bien que c'est de l'évasion fiscale déguisée, c'est juste dans le but d'envoyer de l'argent aux îles Caïmans où le niveau de taxe est inférieur. Donc il y a des entreprises qui jouent, il y a le cas d'IKEA qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, un scandale avec des choses au Luxembourg, etc. Ça passe pour des... On pourrait croire que ces deux entreprises du même groupe, elles ont le droit d'échanger des biens et des services de la façon dont elles le veulent, au prix qu'elles le veulent, mais non, il y a des règles à respecter. Donc moi, j'étais consultant là-dessus. Mon métier, c'était de me plonger dans les résultats comptables des entreprises, dans les résultats financiers, et détecter s'il n'y avait pas justement des manipulations d'échanges intergroupes. Donc c'était intéressant, ça, voilà, c'était pas ce que je m'imaginais faire, mais c'était assez intéressant. Par contre, 2 ans plus tard, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision en allant au Mexique. La situation ne s'était pas arrangée en Europe, au contraire, c'était de pire en pire. Et ça a entraîné mon second employeur, une entreprise, une petite PME française qui s'appelle PME, à faire la même chose que moi, à se dire ça ne marche pas, on a une filiale en France, on a une filiale en Angleterre, on en a une en Allemagne, une en Espagne, et c'est le marasme complet, parce que c'est la crise, quoi. Donc on a du mal à trouver des clients. On va aller ouvrir 2 nouvelles filiales, une au Brésil et une au Mexique. Donc finalement, ils ont eu le même raisonnement que j'avais eu, de me délocaliser dans un pays où il y avait des meilleures perspectives économiques. Et grâce à mon réseau, en fait, j'ai obtenu le job. Un ami à moi qui travaillait chez PowerVote en Espagne, qui m'a dit « Mon chef cherche à ouvrir une filiale au Mexique, il faudrait que tu discutes avec lui. » Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, deuxième conseil, négligez pas les réseaux. C'est super important, les réseaux. Ça vous aidera peut-être à trouver des jobs, ça vous a peut-être, si vous êtes plus tard dans la vente ou le développement commercial, ça vous aidera à faire des affaires. Enfin, ça aide à beaucoup de choses. Donc, deuxième conseil, ne négligez pas vos réseaux professionnels, enrichissez-les le plus que vous pouvez. Donc, c'est peut-être une des expériences les plus intéressantes, celle de PowerVote. Je vais vous raconter un peu ce qu'on faisait. Au départ, on avait des boîtiers de vote. Je ne sais pas si ça s'utilise dans l'université.
des petites télécommandes qu'on distribuait aux personnes dans des salles qui leur permettaient de voter en temps réel et on pouvait avoir le feedback instantané le speaker lance une question et puis on voit ce que pense la salle en temps réel. Donc on louait ces boîtiers de vote pour des conférences ou des séminaires où on ne voulait pas que les gens dans la salle s'ennuient et donc on les faisait participer, ou on les vendait pour des entreprises qui faisaient beaucoup de formations. Et donc grâce à ça, vous pouvez faire des examens notamment. Donc j'ai ouvert la filiale PowerVote Mexique en partant de zéro. Là encore, s'il y avait eu une annonce dans le journal pour recruter, est-ce que j'aurais été pris? Je suis convaincu que non. Je n'avais pas du tout le profil pour être pris. Donc si j'ai été pris, c'est un peu grâce au réseau et grâce à la candidature spontanée que j'ai émise. J'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu à l'université, c'est la vente. Donc c'est peut-être une des seules choses qui n'était pas traitée en master EIPME, parce qu'on parlait de logistique, de marketing, de finance, de négociation. Mais il faut savoir que dans l'énorme majorité des entreprises, le cœur et le nerf de la guerre, c'est quand même de vendre. Et si on ne vend pas, et toutes ces fonctions transverses et ces fonctions satellites, elles ne peuvent pas exister. Donc vraiment, le nerf de la guerre, c'est la vente. J'en avais jamais fait à l'université. Et là, j'ai appris sur le tas. Il fallait me faire décoller la filiale, c'est-à-dire que j'avais un contrat de 3 mois, renouvelable, et je l'ai renouvelé plusieurs fois, à chaque fois de 3 mois. Et si je ne faisais pas grimper les ventes, l'entreprise, elle disparaissait. Donc... vous n'avez peut-être pas fait de vente non plus, j'imagine, mais c'est un petit atout. Si vous avez des jobs d'été ou des choses à faire dans la vente, rechignez pas à y aller, c'est difficile, mais ça apporte après beaucoup pour le reste de la carrière. Donc, effectivement, la vente prenait au moins les 2... Je suis resté 6 ans chez PowerVote. Effectivement, les 3 premières années, la vente, c'était 70% de mon temps parce qu'il fallait faire décoller la chose. Mais là, j'ai vraiment pu ressortir tout ce que j'avais appris en master EIPME et valoriser cette transversalité que j'avais acquise. Parce que j'étais au départ seul. À la fin des 6 années chez PowerVote, on était 5. Donc j'ai fait grandir ça de 1 à 5 personnes. Mais au départ, j'étais seul. Et il fallait constituer une entreprise. Ça veut dire discuter avec des notaires, discuter avec des avocats. Ça veut dire chercher des comptables. Ça veut dire faire les rapports financiers tous les ans. On importait du matériel, donc il fallait aussi s'y connaître un peu en logistique, notamment sur les incoterms. On réexportait ensuite. Il fallait faire un peu le marketing, il fallait faire la com. Donc j'ai vraiment touché à tout. Sans être un expert à tout, j'ai pu toucher à tout. Et là, je me suis rendu compte vraiment que j'avais fait un bon choix en prenant le master EIPME et que j'ai vraiment eu l'occasion d'expérimenter ce que mettait en avant le master EIPME, c'est-à-dire des cadres polyvalents qui peuvent apporter sur tout un tas de domaines. Voilà. Du management aussi. Alors le management, on n'en avait pas fait beaucoup, c'est pareil, hein, j'ai appris sur le tas. Sachez de toute façon que vous n'aurez pas toutes les armes pour affronter le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses que vous apprendrez sur le tas. Comme le disait ma collègue, il y a des métiers d'ailleurs que vous serez amené à exercer qui n'existent pas encore. Et puis, au bout de 6 ans chez PowerVote, j'ai décidé de rentrer en France pour des raisons plutôt personnelles. Et de la même façon que j'avais anticipé le déplacement géographique vers le Mexique pour un peu avoir le vent dans le dos, à mon retour en France, j'ai anticipé, enfin en tout cas j'avais l'envie forte de rejoindre une entreprise qui serait sur le secteur des données. Parce que ça faisait des mois, enfin des semaines qu'on entendait parler de big data, d'intelligence artificielle. Donc ma façon de fonctionner, je n'ai pas attendu d'être en France cette fois-ci. Quand je savais que j'étais sur le point de rentrer, j'ai cherché une entreprise qui travaillerait dans le secteur des données sur Rennes, il n'y en avait pas beaucoup, et j'ai envoyé une candidature spontanée. Donc là aussi, je n'ai pas attendu qu'il y ait une offre sur le portail de l'entreprise. Si j'avais entendu, je serais toujours en train d'attendre parce qu'il n'y en aurait jamais eu. Donc Data2B, c'est une start-up. C'est un des points communs des 3 expériences professionnelles que j'ai en 10 ans, c'est que ce sont à chaque fois des petites structures. Mon premier, chez Quorum Consulting, on était 9. Data2B, on n'a jamais passé le cap des 5 personnes et aujourd'hui, on est 13. Donc ça colle parfaitement avec ce que mettait en avant le master EIPME, d'être dans des entreprises à taille moyenne, même si sans problème, aujourd'hui, je pourrais intégrer des PME beaucoup plus grandes, voire des grands groupes sans trop de problèmes. Data2B, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous raconter un peu mon quotidien actuellement, Data2B, on est dans la valorisation des données. On a des profils de mathématiciens et d'informaticiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme de data scientist.
C'est des gens qui ont un bagage mathématique et informatique très fort. Et en utilisant divers algorithmes et des mécanismes de ce qu'on appelle le machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle, on aide nos clients à résoudre des problèmes en utilisant les données. Donc, je peux vous donner un exemple très simple. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent les vélos en libre service, les Vélostar à Rennes. Il y a un problème qu'on a aidé à résoudre en utilisant les données. C'est un problème d'équilibrage du réseau. Il y a des stations qui parfois sont complètement pleines ou complètement vides et ça nuit sur le service client, puisqu'on arrive à une station, on ne peut pas déposer le vélo, on est obligé d'en chercher une autre, ou si on veut prendre un vélo, on ne peut pas en prendre parce que la station est vide. Eh bien, en construisant avec des algorithmes et en croisant les données historiques et en croisant ça avec des données météo, plein de données, on est capable de prévoir en avance dans les prochaines heures quelle va être la demande à chaque station et donc de faire des recommandations aux équipes de maintenance pour qu'elles déplacent les vélos de sorte que le réseau soit toujours équilibré. Donc c'est ce genre de logiciel qu'on vend. Donc je suis toujours un peu dans la vente, je suis dans le développement commercial, un peu la communication, un peu le marketing. Donc là encore, quand on est dans des entreprises de 10, 12, 15 personnes, ça nous offre cette possibilité d'être multitâche. On n'a pas une personne pour la com, une personne pour le marketing, une personne pour la vente, ça ne serait pas viable financièrement. Donc je touche un peu à ça. Donc mon quotidien, c'est de démarcher des clients, participer à des événements, m'inscrire à des conférences dans le but de réseauter, trouver des prospects. Mais j'élabore aussi, par exemple, la newsletter chaque mois. Je touche un peu aux réseaux sociaux, voilà, moi, un petit peu. Le marketing, moderniser le site web, créer des plaquettes marketing, représenter l'entreprise à des salons. Donc voilà un peu toutes les tâches que je mets. Donc si cette transversalité et cette envie de toucher à tout vous intéresse, et si comme moi à votre époque vous n'avez pas une idée fixe et déterminée de ce que vous faites, ce que vous voulez faire, je vous invite notamment à l'EIPME qui moi m'a permis de toucher un peu à tout de cette façon-là.